RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous sommes avec monsieur le député Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Bonjour monsieur le député, merci d'être avec nous. Vous condamnez sans réserve les dégradations des permanences des parlementaires de la majorité ou pas? Écoutez, moi je pense que y a un sujet sur... Vous condamnez sans réserve. Moi je condamne les violences contre les parlementaires. Et à ce titre-là, je ne peux pas m'indigner d'à côté et ne pas remarquer que quand mon collègue Loïc Prud'homme s'est fait matraquer par les policiers, qui s'est indigné au sein de la majorité? Qui s'est indigné ailleurs dans l'hémicycle? Parce que vous trouvez ça normal, vous peut-être, qu'un député, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, se fasse matraquer par des policiers en manifestation, alors qu'il n'était d'ailleurs même pas dans la manifestation. Donc vous voyez, moi j'ai les injonctions permanentes à devoir s'indigner quand il s'agit de la majorité pour nourrir un feuilleton médiatique à un instant T, pour détourner le regard, c'est sans moi. C'est sans moi. Par contre, m'indigner sur les violences que subissent les parlementaires et les Françaises et les Français en général, des violences intolérables, comme celle que visiblement a subie Steve en tombant dans la Loire, ça, je serai toujours là pour m'indigner. Sans aucune difficulté. Donc là, vous émettez quelques réserves, quoi, en fait. Non, parce que ce sont vos collègues. Regardez, ce sont vos collègues de la majorité. Un jour, peut-être, ça pourrait vous arriver aussi. Oui, mais justement, quand ça nous arrive, il n'y a personne qui s'indigne. C'est ça que je suis en train de vous dire. Quand ça nous arrive, personne ne nous indigne. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, vous ne vous indignez pas parce que ça arrive aux autres? Non, parce que regardez, quand Richard Ferrand s'est fait incendier sa maison, nous avons fait un communiqué de presse et nous sommes levés dans l'hémicycle avec tous les autres. Quand nos autres collègues parlementaires se sont fait traiter de racistes, ce qui est le cas aussi de ma collègue Daniel, n'ont pas traité de racisme, ont reçu des insultes racistes. On s'est levé, on s'est indigné avec eux, on a fait toutes les protestations qu'il fallait. Quand ma collègue Danielle Obono se prend des insultes racistes à longueur de journée, qui est là pour s'indigner à ses côtés? Tout le monde. Ben écoutez, tout le monde. Moi je le vis directement. Non mais je sais bien que les Françaises et les Français en général, oui, ils ont besoin de s'indigner, et nous avec. Mais j'en ai marre, moi, de cette duplicité, de ce deux poids, deux mesures, surtout du point de vue de la majorité, cette indignation à géométrie variable. C'est pas la nôtre, l'indignation à géométrie variable. C'est celle que je condamne, celle de la majorité, qui ne vient que quand ça l'arrange. Mais est-ce que c'est normal que le compte Twitter auquel du parti politique, vous regardez mon téléphone, je vais vous mettre sous les yeux si vous avez un doute, tweet en disant que dis-moi où tu habites, je te dirai ce que ton député a voté, en parodiant une carte de météo et en indiquant ensuite sous les tweets, vous pouvez vérifier, où se situe la permanence des députés, le numéro de téléphone, en disant qu'on doit aller le compte Twitter de la France Insoumise les numéros de téléphone, c'est pas la France Insoumise, c'est des tas d'associations qui le font, et elles le font sur à peu près tous les textes. Ah non, mais si vous concédez son nom, son numéro que vous souhaitez consulter, la liste des votes est en dessous. C'est public. Je veux bien qu'on cache les permanences des parlementaires. Je veux bien qu'on cache les numéros de téléphone des parlementaires. Mais alors à quoi bon? Vous encouragez. Ce que je fais est tout à fait... Non, j'encourage rien du tout. Le compte Twitter, si. J'encourage les citoyens à agir. Et tous les moyens d'action sont bons. Vous savez, non, tous les moyens d'action ne sont pas bons. Pardonnez-moi. Attention, laissez parler, monsieur Bernard. Tous les moyens d'action ne sont pas bons. Pardonnez-moi, monsieur. Oui, vous avez raison. Je ne suis pas pour le meurtre de parlementaires. Voilà, donc c'est dit. Donc, non, mais parce que je peux pas finir une phrase. Donc, tous les moyens sont bons pour essayer de faire passer et véhiculer des idées dans le cadre de ce qui respecte la loi. Voilà. Et même des fois, je suis pour qu'on soit limite avec la loi. Vous savez, l'action non violente COP21, vous avez parlé beaucoup d'écologie dans la séquence précédente. L'action non violente COP21 décroche des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies pour pointer son inaction en matière de climat. C'est un acte illégal. D'accord ? C'est un acte illégal. Je le soutiens. Je pense que c'est une bonne action. Franchement, moi, ça me fait pas bondir de voir qu'on est décroché le portrait d'un président. On n'est pas du tout. Vous voyez dans le débat, vous pouvez dire je soutiens des délinquants. Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas pour qu'on incendie. Et ma collègue Caroline Fiat s'est pris le même tas de fumier qu'il y a dans l'image derrière vous. Ouais. Donc vous voyez, on est tous logés à la même enseigne. Et moi aussi, j'ai reçu le petit courrier des services de police me disant qu'ils faisaient des rondes plus régulières devant mon domicile privé. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Reconnaissez qu'on est quand même dans un climat. Alors que vous êtes un élu du peuple. Le peuple vous a emmené là où vous êtes, à l'Assemblée nationale. Vous avez l'écharpe tricolore. Ensuite, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord avec vous. Vous avez une permanence, on doit pouvoir discuter. Ça, c'est le débat démocratique. Avoir des permanences qui sont cassées, vers lesquelles on renverse du fumier. Si on se dit le tag, c'est pas grave, l'œuf, c'est pas grave. Vous voyez, à partir de quel moment ce sera grave, quoi. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous savez, c'est une histoire de dynamique. On a eu le même débat. Souvenez-vous, au moment du plus haut de la mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que c'était légitime ? Y a-t-il une légitimité à la violence ? La colère est légitime. Attendez, y a-t-il une légitimité à la violence, à brûler tel ou tel machin, etc. Tout le monde se dit non, il ne faut pas brûler les choses. Mais à un moment donné, les choses sont dynamiques. C'est-à-dire que
Attendez, écoutez-moi. Je prends un autre exemple plus simple, plus facile. La rétention des copies du bac. D'accord, alors qu'elles ont été corrigées. Alors prise d'otages, scandale, etc. Les gamins, leur avenir, la note du bac. Bon, quand même. On a tout entendu ici, sur tous les plateaux. Ok, dont acte. Pourquoi des profs qui ont une conviction profonde de l'importance de ce qu'est le bac finissent par choisir ça comme moyen d'action? Par ailleurs, la plupart sont non syndiqués. Ça doit interpeller. Pourquoi on en arrive là? Parce que toutes les étapes intermédiaires de discussion n'ont pas été respectées. Et n'ont pas été respectées par qui? Par la majorité et par le gouvernement. Alors tiens, en ce qui concerne le CETA, par exemple, puisque là, c'est ce qui nous intéresse, puisque les députés qui voient leur permanence dégradée parce qu'ils ont voté le CETA, à quel moment les étapes intermédiaires du débat démocratique n'ont pas été respectées? Alors, pour en arriver là, monsieur Bernalicis. Écoutez, déjà, 90% du CETA s'appliquait sans même qu'il y ait aucun vote dans ce pays. C'est la phase de test. Ça, c'est pas une phase de test. Non, mais il était rentré en vigueur 1 an avant. C'est pas une phase de test, c'est qu'il est entré pleinement en vigueur à 90% dans toute l'Union européenne sans qu'il n'y ait eu aucune décision démocratique. Sans qu'il n'y ait eu aucune transparence dans les négociations. Alors vous pouvez dire que c'est génial et que c'est trop bien, mais c'est pas l'idée que je me fais de la démocratie. D'accord? Sur les 10% restants... On ne se fait pas d'idée de la démocratie. Moi, vous êtes un responsable politique, il n'y a pas d'idée de la démocratie. Si, la démocratie, c'est une idée, et ensuite elle s'incarne dans des actes. Qui sont pénalement répréhensibles. Oui. C'est ce qui s'est passé là. Je vais vous mettre à l'aise. Ce ne sont pas les notes qui murent les permanences qui mettent du fumier. D'avoir coupé la parole. Je vous dis juste qu'on peut... Je comprends votre position qui consiste à dire que effectivement la colère est intense, les gens vivent des choses absolument insupportables et que ça peut conduire à ça. Ça, c'est une façon d'expliquer les choses. On ne régule pas la colère. En revanche, vous, votre rôle d'exemplarité, vous êtes un de nos représentants, c'est de ne pas aller dans ce sens-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand vous condamnez ces actes-là, vous les condamnez et vous n'ajoutez pas mais, vous n'ajoutez pas pour autant, vous n'ajoutez pas cependant. Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, vous justifiez. Vous justifiez. Quand vous dites, mais quand nous, nos permanences ont été saccagées, personne ne s'en est ému, vous justifiez. Et ça, c'est pas votre rôle. Non, j'explique, mais c'est pas grave. Vous nous représentez, et quand vous faites ça, vous êtes loin de la représentativité. Dans la séquence précédente, donc je vais remettre 10 balles dans la machine. Mais expliquer, ça n'a jamais été justifié. Jamais. On a eu ce débat-là, notamment sur les questions de terrorisme, etc., pour comprendre les logiques. Comprendre, c'est l'essentiel. Si vous ne comprenez pas les processus qui sont à l'œuvre, comment vous voulez les enrayer? Si vous ne comprenez pas que c'est parce qu'il n'y a plus de débat dans ce pays que les représentants intermédiaires, les organisations intermédiaires ne sont plus respectés, ne sont plus écoutés, et que c'est ça qui fait tout foirer, c'est que les gens, à un moment donné, ils se lèvent pas un matin en se disant tiens, si j'allais cramer une permanence, si j'allais cramer un McDonald's ou je sais pas quoi. C'est un processus. Le processus de radicalisation, comme on l'appelle, il n'est pas propre au terrorisme ou je sais pas quoi. C'est des gens qui, à un moment donné, se trouvent confrontés face à un mur dans leur vie de tous les jours et dans ce qu'ils sont de plus profond. Mais là, que vous dire aux jeunes agriculteurs? La démocratie, c'est censé... Écoutez-moi, la démocratie, c'est censé être un système de régulation pacifique pour éviter qu'on se mette sur la tronche. Voilà, c'est à ça que sert la démocratie. C'est pour ça que les débats, des fois, sont véhéments. On préfère s'envoyer des mots à la figure plutôt que des pavés. D'accord? Mais quand s'envoyer des mots à la figure ne fonctionne plus, alors des gens pensent qu'il est légitime, que ce n'était pas mon cas, mais des gens pensent que... Donc il faut réinstaurer de la démocratie pour essayer de faire diminuer le niveau de tension et le niveau de violence. Voilà le message. Voilà le message que je porte. Je préfère. Voilà, c'est pour ça que nous avons défendu les référendums d'initiative citoyenne, en toute cohérence. Parce que je pense qu'il vaut mieux d'avoir de l'intervention populaire cadrée avec des systèmes démocratiques que de s'envoyer des pavés à la figure. Fatima Idounoua. Justement, ma question, elle va un peu dans ce sens. Je constate autour de moi, mais pas seulement, que les personnes qui souhaitent agir ne se tournent plus vers les partis traditionnels, elles se tournent vers elles-mêmes et vers leur père. C'est-à-dire, elles créent, on va avoir des associations, syndicats de parents d'élèves, comme le Front de Mer, on trouve ça. On va avoir des collectifs, sécurité le pour hashtag tous, machin. Sécurité pour tous, ou alors même sur Internet aussi, en version 2.0. Comment votre parti fera pour aller à la conquête de ces citoyens perdus et dépolitisés et de la démocratie, et qui ont envie d'agir. Ce pas des personnes qui se désintéressent de la vie politique, qui agissent d'une autre manière, mais qui ont l'impression qu'ils doivent agir seuls. Il y a une caractéristique très, très forte dans notre pays sur l'abstention par rapport à d'autres pays, c'est que l'abstention est une abstention active et qu'il y a des raisons politiques derrière. Je poursuis le fil de ce que vous étiez en train de dire.
Je vais vous tenir un propos un peu de politiste, mais en sciences politiques, c'est analysé déjà depuis plusieurs années qu'il y a en corrélation avec l'atomisation des rapports sociaux, le fait que chacun soit individualisé dans son coin, une modification des modes de militantisme et de militance, que ce soit dans les organisations politiques, dans les organisations syndicales ou dans les associations. Et on est de plus en plus dans ce qu'on a appelé le militantisme post-it. C'est-à-dire quand j'ai le temps, je veux faire un truc, mais quand j'ai pas le temps, je fais rien. Et il faut que le moment où je peux faire quelque chose, il y ait le réceptacle qui soit là pour me permettre de le faire. Et c'est à ça que répond le fait que nous soyons devenus non plus un parti, mais que nous soyons devenus un mouvement. De se dire à un moment donné, la forme mouvement, l'auto-organisation, l'horizontalité permet ça, cet engagement. Mais ce n'est pas tout, parce que vous avez dit, il y a une défiance envers les organisations politiques. Et bien nous, notre objectif, c'est aussi de se mettre en relation avec tous ceux qui pensent que les partis politiques, c'est chiant, c'est pas leur truc, ça les saoule, etc., qui font plutôt de l'action non violente COP21, comme j'ai dit tout à l'heure, qui font plutôt de l'aide, de la solidarité immédiate avec les migrants, etc., et de leur venir en aide politiquement, et que nos militants puissent aussi agir concrètement avec eux à leur côté quand ils ont du temps. Voilà comment je mets ça aujourd'hui. Parce qu'ils peuvent adhérer pour une cause, parce que très souvent, on va adhérer à une cause, on a ça, on a le militant. De la même manière que pour les dons, les gens ne donnent plus ils vont donner pour une cause spécifique, ils vont donner comme ça, il y a une autre manière de donner. De la même manière, dans l'engagement, on a ça. Mais vous, votre mouvement, il y a une pensée globale. Donc on peut très bien adhérer d'un point de vue économique et puis trouver que d'un point de vue sociétal, on n'y est pas du tout. Donc comment vous trouvez un public qui adhère à l'ensemble et quel est ce projet global? Ou alors vous allez faire de cause par cause? Comment vous allez faire? Il y a du cause par cause, de toute façon, parce qu'il y a une actualité politique, il y a ce qui est mis en avant à un instant T, et donc les gens peuvent nous identifier sur un sujet à un instant T. Mais globalement, c'est ça qui a fait la force de notre campagne de 2017 et qui continue de faire notre force. C'est le programme... 2017, vous avez dit 2017. Il continue de faire 2017. J'ai parlé trop vite. 2017, c'est l'avenir en commun. Le programme, l'avenir en commun. Qui continue? Vous avez dit quoi? Qui continue d'être notre force. À quel moment c'est une force quand vous faites 6% aux européennes? Eh bien, écoutez, je vais vous expliquer en quoi c'est une force. C'est la cohérence de tous les éléments programmatiques imbriqués les uns dans les autres sur la question sociale, sur la question démocratique, sur la question écologique, et qui font la consistance. Non, qui font pas un échec. C'est pas un échec, c'est un manque de réussite. Non, c'est le programme L'Avenir en commun n'est pas un échec. L'élection européenne, oui. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le programme L'Avenir en commun et l'échec des élections européennes? Non, je ne crois pas. Pas directement. Par contre, et je crois même que nous avons conquis une hégémonie culturelle sur un certain nombre de sujets, notamment la question écologique, parce que la question écologique n'est pas une question neutre. C'est pas un truc ni de gauche ni de droite comme on l'entend bien souvent. Nous avons fait émerger un thème fondamental qui est la question du protectionnisme aux frontières de l'Europe. Personne ne voulait de protectionnisme aux frontières de l'Europe à l'élection présidentielle de 2017. Personne. Tout le monde. Le Rassemblement national. Ouais, même la droite. C'était même pas un protectionnisme. De l'Europe, le Rassemblement national. Si, ils l'ont abordé. Ils l'ont abordé. Comme ils disent tout et son contraire en fonction des semaines, on va trouver des endroits où ils l'ont dit. Mais bref, Europe Écologie Les Verts, pendant la campagne des Européennes, a réclamé un protectionnisme social et écologique aux frontières de l'Europe. Nathalie Loiseau, écoutez-moi bien, Nathalie Loiseau a réclamé. Ils ont fait une directive entreprise, proposition numéro 28 de leur programme, page 14. Vous pouvez regarder. Ils ont dit il faut que les entreprises ne puissent pas importer des produits qui ne sont pas écologiquement et socialement responsables. Pourquoi ils finissent par le dire alors qu'eux-mêmes se définissent comme des partisans du libre-échange? Pourquoi eux-mêmes finissent par le dire? Parce que nous avons réussi à convaincre. Alors oui, ça ne nous sert pas, c'est pas les bulletins d'eau ne viennent pas sur nous, mais je pense que nous avons fait notre travail et que nous continuerons de le faire et que nous continuons de le faire. Justement, est-ce que c'est pas aller dans le mur? Des hégémonies culturelles. Vous avez quand même un problème, je trouve, dans la France insoumise et à gauche en général, c'est de continuer à foncer dans le mur même quand ça marche pas. C'est-à-dire que, c'est vrai que quand on fait rien, c'est plus simple. Non, mais quand on fait rien, excusez-moi de vous critiquer, je sais que vous rappelez vos 6%, ça fait toujours un peu mal, mais c'est un peu le cas. Et même Jean-Luc Mélenchon, avant d'être élu député, vous savez. Oui, comme quoi on arrive à se relever. Mais vous voyez, donc faut tenir bon. Justement, mais peut-être pas en tenant le même manche au même endroit pour garder le même cap. Or, même Jean-Luc Mélenchon est parti au Mexique se ressourcer en disant qu'il avait besoin de vision positive. Alors, est-ce que vous êtes sûr que continuer à défendre un programme qui échoue, c'est la bonne idée pour l'avenir de votre parti? Encore une fois, ce n'est pas le programme qui échoue. Au pire, allez, même. Alors c'est quoi? Alors c'est quoi? C'est Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez penser ça, moi je ne le pense pas. C'est une vraie question. Non, mais moi je ne le pense pas. Pourquoi? Je ne pense pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon le problème. Le problème. Si vous pensiez, pourriez-vous le dire?
Vous ne pourriez pas le dire. Oui, Vous oui. savez très bien que vous ne pouvez pas le Je suis dire. quand même quelqu'un d'assez libre. Oui, C'est pas une critique à nominem que je fais. On a parlé tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Non, vraiment. Une Je vous le dis sincèrement parce qu'effectivement, ça peut être perçu comme ça. Et je suis sincère quand je vous le dis. Vous êtes plutôt un homme politique jeune. Et tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, à part peut-être celui sur l'abandon des animaux et encore, relèvent d'une crise de la politique aujourd'hui. Vous êtes conscient de cette crise-là et je pense même que vous avez été surpris par les résultats parce que vous pensiez, par exemple, vous êtes approprié la sympathie ou en tout cas l'adhésion des Gilets jaunes. Et ça, c'est vraiment le témoignage. Ça, c'est vraiment le témoignage d'une crise, d'une nébuleuse politique dans laquelle, si vous ne sortez pas des postures les uns et les autres, et je m'adresse pas à vous, députés de la France Insoumise, mais à tous. On va se planter véritablement. Est-ce que vous, en tant que jeune homme politique, vous êtes conscient de ça? Et est-ce que vous ne pensez pas, et est-ce que vous avez des pistes pour sortir votre mouvement et d'une manière générale les hommes politiques de cette défiance? Oui, vous savez, on s'inscrit quand même dans une histoire assez longue et on regarde les choses parfois froidement. On espère des résultats, mais après on les reçoit tels qu'ils sont. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a eu des mobilisations sociales majeures dans le pays, les élections qui ont suivi n'ont jamais été favorables à la gauche. Jamais. C'est bien le problème. Jamais. Celles qui ont suivi un peu après, oui. Mais celles immédiatement suivantes, jamais. Et oui, peut-être qu'on s'est planté sur un truc pendant cette élection européenne. Je vous le dis, je ne pense pas que sur ça, mais notamment sur ça. On a voulu faire, au sortir de nos amphis d'été à Marseille, on a fait un match, on a voulu faire un match en disant faites un référendum anti-Macron. Absolument. En pensant que c'était nous qui étions en dynamique. D'ailleurs, nous étions plutôt en dynamique à ce moment-là. Donc c'était plutôt une bonne analyse de la situation. Le message a perduré. Sauf que nous n'avons plus été en dynamique pour plein de raisons. Il y a eu les perquisitions, il y a eu d'autres trucs, etc. Jean-Luc Mélenchon. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a une part de responsabilité importante. On a tous une part de responsabilité, peut-être moi aussi, donc c'est pas le sujet. Mais je ne crois pas que vous l'ayez. Mais si, je pense aussi. Mais on a eu cette difficulté que à la fin, le match, le référendum anti-Macron, qui était potentiellement deuxième, voire du coup potentiellement premier, c'était le Rassemblement national. Et donc des gens qui étaient en colère, qui ne voulaient pas que Macron gagne, que leur priorité principale n'était pas que Macron gagne, c'était pas le bulletin de vote France Insoumise vers lequel ils se sont retournés. Et pour ceux qui pensaient que l'écologie politique était fondamentale et primordiale, ils se sont dit oui, bon, la France Insoumise, ils racontent à peu près de tout, mais il faut qu'on mette le curseur, la focale, le focus sur l'écologie politique. Donc on prend le bulletin de vote qui est le plus logique, qui est celui vert. Je ne pense pas qu'il soit logique politiquement, mais qui est le plus logique en termes d'identification politique. Oui, il y avait un problème de crédibilité par rapport à l'écologie chez vous. Vous restez vraiment. Vous restez avec nous parce qu'on va parler, bien sûr, on va continuer de parler du climat du moment, parce que le président de la République l'a dit lui-même. Oui, si vous voulez, la crise n'est pas terminée, hein, a dit Emmanuel Macron. Quelle rentrée vous envisagez d'ailleurs? Rentrée politique, rentrée sociale, rentrée sociétale. On parlera de François de Rugy aussi. Restez avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Et nous recevons aujourd'hui dans le Grand Oral des GG le député de la France Insoumise Ugo Bernalicis. Simplement encore un mot, parce qu'on est parti sur le poids politique aujourd'hui. Quelle est encore l'importance de la parole politique dans le débat actuel? On voit qu'il y a une défiance vis-à-vis des responsables, on le disait, quelle que soit aujourd'hui leur étiquette. Et puis il y a une envie de passer à autre chose en France. Il y a une vraie colère, mais en attendant, je le rappelais, vous êtes un élu, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous votez ou vous ne votez pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Je vote pour ou contre. Oui, pour vous êtes très présent à l'Assemblée nationale. Peut-être vous pouvez vous abstenir, je ne sais pas. Ça m'arrive. Mais ça m'arrive. Aujourd'hui, la démocratie, c'est de respecter le vote aussi, quel qu'il soit. On amende, et puis ensuite, il y a une majorité qui s'exprime, le vote passe. Et donc aujourd'hui, systématiquement, le vote doit être contesté ou est contestable. Attendez, le vote s'applique. La décision s'applique, mais votre conviction, elle n'est pas obligée de changer. Non. Vous n'êtes pas obligé de changer de conviction parce que vous avez perdu un vote. Et encore heureux. C'est ça la démocratie. Ce qui est un jour est minoritaire, demain peut devenir majoritaire. Ce qui un jour est majoritaire, demain peut devenir minoritaire. Les socialistes pourraient vous en parler. Bien sûr, mais ça doit être contesté dans la rue. Ça doit être contesté dans la rue systématiquement aujourd'hui. Mais c'est un des outils d'une démocratie. D'ailleurs, une démocratie se caractérise par une forme de liberté d'expression, de liberté de manifester et par une liberté de grève. Sinon, c'est pas une démocratie. C'est pas le même régime, c'est autre chose. Donc on est bien en démocratie en France en dépit de tout ce qui est véhiculé. Oui. Vous venez d'en donner la définition, j'ai le sentiment que c'est ce que l'on vit dans ce pays. C'est une des caractéristiques. Voilà, parce qu'il y a des histoires de vote, il y a des histoires de séparation des pouvoirs. Non mais là je veux retrouver un peu de solennité parce que j'ai fait un certain nombre d'interventions qui ont été plus ou moins remarquées et j'en referai à la rentrée parce qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs dans ce pays avec l'autorité judiciaire.
Je le dis très franchement et très tranquillement. Vous voulez même supprimer l'IGPN, c'est ça? Oui, enfin supprimer l'IGPN. Non, mais vous voulez l'inspection générale de la police nationale. Une inspection indépendante. La police des polices. Une vraie inspection indépendante. Oui, c'est la police des polices. Qui enquête sur Steve d'ailleurs, qui doit rendre son rapport. Ça veut dire que vous ne faites pas confiance au rapport qui va être rendu là. Vous dites, vous, que l'IGPN passe plus de temps à enterrer les affaires qu'à les enquêter. Vous pourriez expliquer ça? Oui, bah écoutez, la dernière en date, qui me semble la plus choquante, même au-delà de Steve, parce qu'on n'a pas encore les éléments. Mais là, il y a l'autopsie, les jeunes à Mantes-la-Jolie. Vous vous souvenez de cette centaine de jeunes, 150 jeunes agenouillés, etc. Bon, l'IGPN, avec le parquet, a classé sans suite son enquête. Alors, ils savent, pour pas trop perdre la face, qu'il y a un juge d'instruction qui a été désigné parce que les avocats, dont Harry Halimi, que je salue, qui est un des avocats de la Ligue des droits de l'homme, qui fait un excellent travail, a saisi le doyen des juges d'instruction pour avoir une ouverture d'une enquête. Donc il y aura une enquête qui se poursuivra à l'instruction. Mais le parquet, c'est le ministère public. C'est la voix du gouvernement. Et il n'est pas indépendant selon vous alors. Mais bien sûr, heureusement qu'il n'est pas indépendant sur un certain nombre Il suit une circulaire de politique pénale. Là où on lui demande d'être indépendant, c'est vis-à-vis des politiques sur des affaires individuelles. C'est ça qu'on lui demande. Décision, tout à fait. Donc, le parquet a pensé normal qu'il n'avait pas besoin d'enquêter sur l'affaire des jeunes de Mantes-la-Jolie. Moi, je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce que si on veut avoir une autorité dans ce pays, si on veut que la police ait de l'autorité, si on veut que la justice ait de l'autorité, alors il faut être irréprochable avec ceux qui composent la police, ceux qui composent la justice. C'est une condition sine qua non. Vous savez, le ministère de l'Intérieur, écoutez-moi, le ministère de l'Intérieur, déjà à l'heure actuelle et depuis plusieurs années, est le ministère qui donne le plus de sanctions à ses agents. D'accord. Qui vire le plus d'agents de son propre ministère. Et il y a une raison à ça. Donc ça fonctionne. C'est qu'il y a un besoin d'être irréprochable. Non, parce que dès que vous montez le curseur, dès que vous arrivez à un niveau médiatique qui pourrait avoir des conséquences politiques, du coup, on ne fait plus la lumière, on passe son temps à mettre de l'obscurité. Parce que ça pourra atteindre qui? Le ministre et le gouvernement dans l'action politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui ne devrait plus être en poste, depuis longtemps. J'ai demandé environ 78 fois sa démission, donc je peux faire une 79e fois ce matin, ça me posera pas de problème. Même si j'avais dit que De Rugy, je n'avais pas demandé sa démission, il est parti quand même, donc c'était peut-être la bonne méthode. De Rugy qui estime être blanchi, victime d'un lynchage médiatique, il a dit hier sur BFM TV, et qui n'exclut pas un retour, même s'il dit ce n'est pas de mon fait, c'est du président. Est-ce que vous pensez que il peut revenir, François de Rugy? Ils feront bien ce qu'ils veulent, vous savez, moi j'ai pas prise là-dessus, donc s'ils veulent le faire revenir, je pense que ce serait une catastrophe pour eux, mais bon, et pour l'écologie surtout, avant toute chose. Parce que, vous savez, c'est le titre du Gorafi qui m'a le plus fait marrer. Qui a dit j'étais à 2 doigts de sauver la planète, et Mediapart a tout foutu en l'air, quoi. Non, enfin bon. Il s'est dit victime d'une affaire personnelle, d'un règlement de compte personnel et d'un lynchage médiatique, François de Rugy. Vous avez peut-être remarqué qu'à la France Insoumise, on a réagi comme tout le monde, mais on a assez peu réagi sur le sujet. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse dans ces moments-là, c'est le fond politique. La seule fois où on a parlé du homard dans l'hémicycle, c'était dans la question au gouvernement qu'a fait mon collègue Adrien Quatennens pour rappeler qu'on importait 2000 tonnes de homards dans le cadre du CETA, ok? Et donc on relie ça à de la politique. C'est ça qui nous intéresse. C'est comment on fait pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais je voudrais juste clore la séquence sur l'indépendance du parquet. Le parquet de Nice, vous avez vu dans l'affaire Geneviève Leguet, qui a été interrogé par la chancellerie et qui a répondu qu'il voulait pas qu'il y ait une trop grosse. Il n'a pas dit qu'il a protégé le président, il l'a pas dit comme ça, il était plus subtil et plus intelligent. Il a dit je voudrais qu'il n'y ait pas trop de distorsion entre ce qu'a dit le président de la République et puis la réalité des faits. Or, ce qu'a dit le président de la République, d'où il a ces informations, le président de la République, quand il s'agit de ce genre d'affaires? Il les a de son ministre de l'Intérieur, non? Il les a de son ministre de l'Intérieur. J'ai le sentiment que tout le monde a condamné les propos et aujourd'hui, tout le monde remet en question la légitimité. Dernier élément et je clôt. Les militants de l'action non violente COP21, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça me tient à cœur. Ils décrochent des tableaux. Combien de temps ils sont en garde à vue, croyez-vous? En moyenne, ils sont 36 heures en garde à vue. Est-ce que c'est utile de garder 36 heures des gens qui se sont filmés en train de décrocher le tableau, à visage découvert? La garde à vue, c'est au but de nourrir l'enquête, en but des investigations. C'est quoi les investigations là? On sait déjà qui ils sont, on sait déjà ce qu'ils ont fait, on sait déjà où, on sait déjà la peine encourue. Pour moi, ça, c'est 4-5 heures de garde à vue, le temps de faire le PV d'audition, de suivre la procédure de base, et puis dehors, et puis c'est tout. Non, on garde les gens en garde à vue parce que le procureur le veut, parce que la ministre le veut, alors que ce n'est pas ce que prévoit le code pénal, le code de procédure pénale en matière de garde à vue. Et ça, je vous dis, c'est pas la caractéristique d'une démocratie. 2 questions, Fatima Bounois, Maxime Yeddo. Dans les mois à venir, on va parler énormément de la PMA
et de la GPA, sans doute. Quelle est la position de la France Insoumise sur ces questions-là? Alors, la position de la France Insoumise, c'est que nous sommes favorables à la PMA, et donc nous voterons favorablement aux parties du texte qui correspondent à ça. Je ne sais pas si on votera favorablement au texte dans son intégralité. Peut-être qu'on s'abstiendra, une abstention bienveillante, parce qu'il y a des... Je pense qu'il manque des choses dans ce texte, et nous sommes opposés à la GPA, parce que nous sommes opposés à la marchandisation des corps. Voilà. C'est pas une vérité en soi, c'est une position politique. Je respecte que d'autres puissent se dire que la GPA, de toute façon, elle est déjà pratiquée sur le même mode que la PMA. Ça laisse des gens en difficulté juridique ou dans un vide juridique ou même dans une forme d'illégalité. N'empêche que ça reste pour l'instant notre position politique à la France Insoumise. Ça veut dire que si c'était gratuit, vous accepteriez ? Mais ça ne peut pas être. Je veux savoir si c'est une question de principe ou si c'est une question financière. Donc, si vous vous opposez pour la marchandisation, ça veut dire que c'est la partie financière qui vous gêne. C'est la raison pour laquelle je vous demande si c'était gratuit, est-ce que vous accepteriez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'accepterais quand même ce serait gratuit. Ça me gêne que ce soit quelqu'un d'autre au hasard, etc. Et je pense que ça ne pourra jamais être gratuit. Mais dans quel De facto, intrinsèquement. Voilà. Mais dans quelle mesure tous les arguments qu'on donne pour la PMA, à savoir cet argument que je trouve horrible, de droit à l'enfant, et l'idée aussi que comme c'est fait ailleurs et qu'il y a un vide juridique, on pourra dire exactement la même chose pour la GPA. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Égalité pour les pères aussi, regardez les couples lesbiens. Je comprends le point de vue qui est défendu. Donc on pourra redonner ça. Donc comment vous allez vous en sortir finalement? Eh bien, par cet argument que je viens de vous donner. La marchandisation des corps. Oui, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi que l'on puisse accepter ce genre de choses. Mais je conçois qu'il puisse y avoir un débat dans la société et je souhaite qu'on puisse mener ce débat. Or, le calendrier qui nous est fixé à l'heure actuelle, c'est plutôt allez, on y va vite fait là à la reprise en septembre, on évacue ça tout de suite parce qu'il ne faudrait pas que l'électorat, parce que c'est pour des raisons politiciennes, à la suite des européennes, vous avez un électorat de droite qui s'est massivement reporté sur la République en marche et qui n'est pas hyper fan, même pas de la GPA. Mais alors, c'est votre opinion que vous exprimez ou c'est celle de la France Insoumise? C'est celle de la France Insoumise. D'accord. Et la vôtre? C'est la même. D'accord. J'en suis là. L'un des grands rendez-vous qui est attendu même d'ailleurs avec un peu d'appréhension, c'est le G7 fin août du côté de Biarritz. Oui. Ce sera l'occasion de quoi le G7 selon vous, Hugo Bernalicis? D'aller de nouveau manifester, d'aller protester Oui, mais ça tombe le même week-end que nos amphis d'été, nos universités d'été à Toulouse, donc c'est un peu embêtant. Biarritz, c'est pas trop loin. Vous inquiétez pas, il y a des intervenants qui iront au contre-sommet du G7 qui se trouvera à Hendaye et qui viendront à Toulouse, des camarades de Toulouse qui iront faire des interventions à Hendaye, donc les échanges vont se faire. Oui, moi, ce sera un week-end d'affrontement avec des Black Blocs et autres? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce qu'à chaque fois, ça décrédibilise la lutte, les nôtres et ce qu'on peut raconter d'intéressant. Donc voilà, c'est la position qu'on a tenue tout le temps et qu'on tiendra tout le temps. Moi, je suis pour qu'il y ait du débat politique. Et le débat politique, ça peut être par la manifestation pacifique. Encore une fois, je vous dis, je ne suis pas pour qu'on se batte avec des pavés et les forces de l'ordre. Plutôt avec des arguments. Ouais. Et il y a un sujet pourtant qui devrait être majeur sur le G7, deux à mon sens. La question climatique. Évidemment, vous en avez parlé dans la séquence précédente, on en a reparlé là. Lesquels, par exemple, rapidement? Et la question de la délinquance financière. J'allais vous poser une question. Parce que à la pause, je vous en ai parlé de mon rapport dont personne ne parle, donc j'en parle moi-même. J'allais vous poser une question dessus. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien direct et immédiat. On cherche partout du pognon pour faire cette transition écologique et on dit ouais mais écoutez il n'y a pas d'argent, il va falloir faire un nouvel emprunt écologique, c'est ce qui est proposé par la République En Marche auprès de la Banque Centrale Européenne. Ils avancent tous un plan à 1000 milliards. Ils disent qu'il faut 1000 milliards pour le climat à l'échelle européenne. D'accord, pour faire les éoliennes, les hydroliennes, éviter qu'on consomme trop dans les bâtiments, etc. etc. 1000 milliards, c'est le chiffre de l'évasion fiscale au niveau européen en un an. En un an. Alors que les 1000 milliards de plan d'investissement, c'est un plan d'investissement sur 10-15 ans. En un an, on a de quoi financer l'investissement pour 15 ans sur la transition écologique. Donc quand est-ce qu'on s'y met? Et qu'est-ce qui bloque alors? Parce que si vous voulez, on a l'impression qu'il y a une conjoncture de nous, citoyens, qui ne prenons pas vraiment conscience de ce qui peut se passer dans 100 ans. Certains se disent, après moi le déluge. Oui. Il y a vraiment cette jeune génération qui en prend conscience. Il y en a d'autres qui se rendent compte, qui constatent que
Les restrictions et les contraintes, elles vont directement contre le plaisir. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai acheté par inadvertance des yaourts vegan la semaine dernière. Je peux vous dire que ça ne m'arrivera plus jamais. Donc, il y a aussi cette confrontation-là. Et puis, il y a la méthode. Il y a la méthode qui fait qu'effectivement, on ne prend pas conscience. Vous nous donnez des faits qui sont concrets et malgré ça, ça n'avance pas. Comment vous l'expliquez? Le marché. Le marché, se faire du pognon, le système capitaliste, il est plus fort que la prise de conscience. Et l'emploi. Du coup, tout ce qui va avec. Donc ça ne marchera jamais. Attendez. Ça marchera jamais. Une politique écologique n'est pas une politique sans emploi. Elle consommerait plus d'emplois parce qu'on a besoin de bras pour faire tout ce qu'il y a à faire. Il faut fermer les centrales. On a besoin de beaucoup de bras. Il faut fermer les centrales. Non, pardon, ça par exemple, voilà. Ça, c'est un pas du jour au lendemain. Mais je voulais même m'amener là-dessus. Je vais d'abord vous parler de la transition de l'agriculture en 100% bio. Ça voudrait dire, parce qu'elle est intensive en quoi l'agriculture bio? En bras. Voilà, parce que vous ne pouvez pas utiliser de l'engrais, machin, donc il faut utiliser d'autres méthodes qui demandent plus d'êtres humains pour faire fonctionner tout ça. Donc ça fait 450 000 emplois. On aurait besoin de 450 000 paysans de plus si on voulait 100% bio, à la même intensité pour se nourrir dans le pays. D'accord ? Donc, soit on le fait, soit on le fait pas. On le fait pas parce qu'on préfère faire de l'agriculture intensive qui continue de rapporter du pognon, pour l'instant. Et quand les terres seront complètement fichues, on vous fera des trucs en poudre marqués vegan dessus et puis vous achèterez ça au supermarché. J'ai ça au supermarché à côté de chez moi. J'ai pas envie de tester. On le fera jamais, vous êtes en train de me dire. Non, parce que vous avez dit il y a une prise de conscience. La politique, c'est ce que veulent bien en faire les gens. Pour l'instant, ils s'en désintéressent. Ils la laissent entre les mains... Je parle du niveau de participation. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Ils la laissent entre les mains de ceux qui veulent faire du pognon. Dont acte. Ça ne t'emporte pas ma conviction. Je continuerai de lutter là-dessus, tout un tas d'associations, etc. Donc il faut continuer. Greta fait sa partie de travail, même si il y a l'arrière-boutique qui n'est pas forcément si clean que ça, mais on s'en fiche. L'important, c'est l'idée non, mais pour moi, l'important, c'est l'idée qui en reste. La surface. Et sa capacité de motivation des jeunes. Parce qu'elle est conseillère d'un truc de com, machin, qui est pro-business et qui... moi, il y a une contradiction pour moi entre le marché et l'écologie politique. Mais il y a aussi, vous savez, on a enferré dans l'histoire de publicité, de marketing. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez offert un skateboard électrique. Ça m'a marqué, vous avez dit, voilà, comme ça, vous pouvez faire ça proprement. Français, Arcos. En plus, français. Vous pouvez faire ça proprement. Ça, c'est beau. Vous savez qu'aujourd'hui, la technologie qu'on a pour les batteries, pour les trottinettes, les skates, etc., est naze. La durée de vie est minable. Le bilan écologique de ce genre de batterie est mauvais, et plus mauvais que si vous mettiez du diesel, etc. Il y a l'histoire des particules fines, mais on en est là, et pourtant, on vous le vend. Et on vous le vend comme argument commercial que c'est propre et que vous faites un bon geste pour la planète. Or, ce n'est pas vrai. Donc, il faut se dépêtrer de tout ça. Oui, mais alors, pour le moment, on n'a pas les solitions. On les a pas. Regardez les éoliennes. Regardez les champs d'éoliennes. Justement, j'allais y tout à l'heure. Pourquoi fermer les centrales, sachant que ça produit beaucoup moins d'énergie que, par exemple, certaines éoliennes, et que, par exemple, si on prend l'exemple de l'Allemagne, 500 milliards d'euros ont été investis pour justement fermer les centrales, et ça a été un échec total. 500 milliards pour, au final, compenser avec des centrales à charbon 3 fois plus polluantes. Est-ce que c'est la bonne idée? Et au final, même le rapport du GIEC, c'était à l'américaine, n'importe quoi, le rapport du GIEC, justement, préconise de passer au nucléaire pour continuer à assumer la transition écologique. Est-ce que c'est pas une fake news de dire qu'il faut fermer les centrales? 30 secondes. Non, c'est pas une fake news pour 3 raisons en 30 secondes, je sais pas comment je vais faire, mais premièrement, parce que si ça pète, on a l'air con. C'est la premièrement. Fukushima, c'est pas si loin que ça, et c'est dans un pays développé. Deuxièmement, parce que l'uranium, ça pousse pas en France. Donc il faut aller le chercher. Et ça, c'est pas dans le coût du nucléaire aujourd'hui. Ça, on vous le présente jamais dans l'addition, dans la facture. C'est un coût essentiellement militaire. Mais comment on fait sans nucléaire? Le scénario négawatt, c'est d'ici 2050. Des chercheurs, des ingénieurs vous disent d'ici 2050, on sait faire 100% renouvelable si vous mettez le pognon sur la table. Mettons le pognon sur la table. Troisième point, parce qu'il y a eu des canicules là récemment. C'était pas la fête avec les réacteurs nucléaires. On a dû en fermer quelques-uns parce que le système de refroidissement, il fonctionne avec de l'eau qui elle-même chauffe quand il fait 40 degrés. Il faut l'améliorer, pas le fermer. Sinon, on continue à polluer avec des centrales à charbon, et l'avenir écologique, il est inexistant. À la limite, pourquoi pas, mais à la fin, ça va finir par vous coûter plus cher l'énergie nucléaire que l'énergie renouvelable. Et vraiment, c'est essentiel et c'est important et c'est déterminant qu'on la fasse, cette transition. Parce que sinon, ces réacteurs vont nous rester sur les bras. Il y a 100 milliards qui vont être injectés là, pour le recaréner. D'accord ? Les 100 milliards, ils seraient plus utiles pour la transition écologique parce qu'on sait faire des hydroliennes. On a filé les brevets aux Américains avec General Electric et c'était une connerie pas possible, mais on aura le fin mot de l'histoire. Et je pense qu'Emmanuel Macron sera devant la justice un jour ou l'autre là-dessus et je l'espère ardemment. Donc, on sait faire ça. On sait faire de la géothermie profonde. On sait bien isoler les bâtiments. On saurait faire différemment. Il y a tout un tas de trucs qu'on a en plastique, on saurait les refaire en bois ou en d'autres objets ou en métal ou un métal de haute qualité. Si vous dites en bois, ça veut dire que
Vous allez tomber sur des associations qui vont vous parler de déforestation. Non, parce que le bois, c'est durable. Quand vous parlez de parc éolienne, vous avez des associations qui contestent l'implantation. Le bois bien géré, on a suffisamment de bois dans ce pays pour bien le gérer, et pas pour en faire des pelés, pour aller le vendre à l'export, pour les poêles à bois, en expliquant que c'est écolo, machin, etc. Et faire venir des bois exotiques. Merci Hugo Bernalicis d'être passé par le grand oral des GG, député de la France Insoumise du Nord. Merci d'avoir été avec nous. On va reparler.